Bienvenue Caroline Fourest. Vous aujourd'hui, vous arrivez à expliquer ce qui s'est passé aux États-Unis avec le phénomène Trump, ce qu'il dit sur l'Amérique et sur notre époque? Oui, malheureusement, je l'avais même écrit plusieurs mois avant, mais Dès le mois de février dans Marianne, c'est ça? dès le mois de février sur le Huffington Post et en septembre dans Marianne. C'est-à-dire que d'abord, vous avez une crise profonde de la démocratie qui ne concerne pas que les États-Unis, mais où les États-Unis sont les plus avancés. C'est-à-dire cette crise où l'intoxication surpasse l'information, la démagogie surpasse la pédagogie. Vous avez aussi un mauvais choix à proposer aux citoyens, mais ils en sont co-responsables parce qu'ils auraient pu aller voter aux primaires pour mieux que ça. Mais quand vous avez une Hillary Clinton qui, pour le coup, est trop liée à Wall Street, à une fondation qui a des intérêts, des conflits d'intérêts qui peuvent agiter sur toutes les peurs, eh ben vous laissez une chance à Donald Trump d'apparaître comme effectivement un candidat alternatif malgré tout ce qu'on sait de lui. Mais le problème, c'est que ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on a eu pendant des années un soft power américain qui a fait beaucoup de dégâts, y compris en France, sur la laïcité, sur nos valeurs, qui a agité des groupes victimaires anti-laïcité. Maintenant, on va avoir des groupes d'influence encouragés par la Maison-Blanche dans l'autre sens, c'est-à-dire l'extrême droite identitaire. Alors, ils étaient déjà aidés par les réseaux poutiniens et du Kremlin, ils auront en plus ceux de la Maison-Blanche. Donc ça va vraiment avoir un écho chez nous très dur. Quand un livre tombe à un bon moment, c'est sans doute le cas du vôtre, Génie de la laïcité, qui est publié chez Grasset. La laïcité n'est pas un glaive, mais un bouclier, avez-vous mis en couverture. Et pourtant, il paraît que ce livre, ce n'est pas vous qui en avez eu l'idée, c'est ce que vous expliquez dans la préface. C'est votre éditeur qui vous a dit réécris tout ça, pose tout ça sur le papier, à un moment où vous-même, vous étiez presque dans une fatigue intellectuelle d'être sur tous ces sujets-là tout le temps depuis tant d'années. Oui, il faut toujours remettre le cœur à l'ouvrage, et notamment quand on entend autant de défiguration, de manipulation. C'est vrai que si quelqu'un vous dit, quelqu'un en qui j'ai confiance, écoute, je t'assure, plus personne s'y retrouve. Et d'autant que moi, dans le passé, j'avais écrit des livres un peu plus intellectuels, ceux qui sont issus de mes cours à Sciences Po, notamment sur la crise de l'universalisme, qui étaient sans doute passés plus inaperçus que mes livres d'intervention plus polémistes pour essayer de contrer notamment les extrêmes. Et donc, du coup, le fait de pouvoir reprendre, moi, ça m'a fait du bien, honnêtement, d'abord de me replonger dans la Troisième République, ça m'a fait beaucoup de bien, même si la sortie est un peu brutale, parce que l'arrivée dans cette vie politique actuelle, quand on a passé un an dans la Troisième République, est parfois déprimante. Mais sinon, je pense que reprendre le fil de ce qui fait le meilleur de ce pays, s'y raccrocher, défendre le modèle laïque français, éclaircir, si on peut, les idées de ceux qui soit l'aiment sans tout à fait bien le connaître, soit s'en réclament en le trahissant. C'était en fait, quand on vous lit depuis longtemps, on n'apprend rien, on ne découvre rien en lisant ce livre. Est-ce que vous l'avez souhaité aussi comme cela, c'est-à-dire une sorte de synthèse grand public de ce que sont vos travaux depuis quoi, 15-20 ans? Oui, ceux qui peut-être ont lu tous les livres précédents, peut-être comme vous, Émilie, peut-être moins, mais d'abord je l'ai souhaité aussi comme une arme pour les professeurs qui sont toute la journée devant des classes et qui il faut expliquer pourquoi par exemple la loi sur les signes religieux de l'école publique. En effet, c'est très pratico-pratique. N'est pas une loi d'exception, mais au contraire la suite logique de tous nos grands penseurs, non seulement la laïcité, mais j'avais besoin de rappeler que les grands penseurs et les inspirateurs de cette loi, si on prend Ferdinand Buisson, Jean Zay, Boissy d'Anglas, ont tous été des grands antiracistes. C'est des gens qui étaient amis de la Société des Noirs, qui étaient pour protéger les Juifs, les minorités religieuses, les protestants. Et donc rappeler ça aux jeunes musulmans aujourd'hui et aux moins jeunes, ça me paraît très 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 important pour éviter les manipulations, la radicalisation. Puis après, il y a une analyse des lignes de fracture politique et intellectuelle, peut-être un peu plus qui méritait une actualisation. En effet, j'allais y venir. On va essayer de prendre rapidement tout ça dans l'ordre. Vous écrivez dans l'introduction toujours, on aurait pu penser que la furie djihadiste sonnerait le réveil de la raison. C'est le contraire. La folie appelle la folie. Ça veut dire que Daesh a gagné son pari fondamental, qui était justement de nous amener à remettre en question ce qui étaient nos piliers. Il n'y arrivera pas parce qu'on y a heureusement encore des voix pour s'y opposer. Mais sincèrement, en tout cas, Daesh ne peut rien tout seul. Les attentats en soi sont terrorisants, c'est leur but, mais ils ne sont rien s'il n'y a pas ensuite des complices intellectuels, des idiots utiles, voire parfois même des compagnons de route, qui utilisent notamment leur titre universitaire pour aller expliquer que tout est la faute à la France, tout est la faute à la société, et qu'en gros c'est parce qu'on n'aurait pas assez lutté contre les discriminations ou la crise du logement que l'islam politique radical qui remonte quand même. On va pas remonter jusqu'à Ibn Taymiyya, mais au moins dans sa version moderne, en Égypte, au Pakistan et ailleurs, aux années 20, on en serait responsable, en gros. Avec, vous l'avez, ce que vous appelez des idiots utiles ou des compagnons de route inconscients de Daesh, des personnalités politiques qui en ce moment redéfinissent des mots dont on pensait qu'il n'était pas utile d'en revoir la définition. Je vais vous citer deux exemples. Par exemple, Emmanuel Macron, dont il ne vous aura pas échappé, qui parle beaucoup de laïcisme en ce moment. Il parle de laïcisme pour reprocher à Manuel Valls ce qu'il appelle sa laïcité revancharde contre le monothéisme musulman. Je cite là encore Emmanuel Macron. Je
porte une vision de la laïcité qui, je crois, est celle d'Aristide Briand, qui est celle de 1905, celle dont vous parlez dans le livre, qui n'est pas le laïcisme dans lequel trop souvent des responsables politiques s'enferment. Comment vous réagissez à ce nouveau duel intellectuel entre partisans d'une laïcité et ce laïcisme dont parle Emmanuel Macron? Je crois que le vocabulaire est toujours parlant et qu'il y a deux mots qui disent beaucoup des politiques. Le mot laïcisme, qui est un mot emprunté au registre de l'Église catholique, qui pour le coup était une revanche vis-à-vis de la séparation et d'Aristide Briand. On disait les laïcards, maintenant ça devient... Et on disait les laïcistes déjà, l'Église catholique utilisait ce mot, et le mot système. Quand un homme politique utilise ces deux mots, se présente comme l'antisystème et dit laïciste en plus, je pense que vraiment on a fait le tour du personnage. Pour moi, c'est une imposture. C'est vraiment... Quand on prononce le mot élite également, pour vous, ça met dans le même... Non, mais ça dépend surtout qui le prononce. Quand on est Emmanuel Macron et que, en gros, on est passé de banquier à ministre, et qu'on a à peine été ministre, qu'on a déjà trouvé que c'était pas assez, qu'il fallait devenir président, mais sans passer ni par un mandat local, ni par une élection comme les primaires, je pense qu'aller se présenter comme le candidat de l'antisystème, en disant en plus aussi peu de choses sur le reste de son programme, si ce n'est qu'on comprend qu'il est plutôt sur un modèle à l'anglo-saxonne, qui pour moi est totalement en faillite aujourd'hui et qui n'a aucune chance en France. Ouais, on va y revenir rapidement. Donc, en tout cas, il y a certainement une opposition entre Manuel Valls et Emmanuel Macron. Il y a une gauche libérale à l'américaine d'un côté un peu, ou à la canadienne, à la Trudeau, et une gauche plus républicaine et laïque. Il y a un autre mot en cours de redéfinition lui aussi en ce moment, qui est le mot populisme. Là encore, je cite Nicolas Sarkozy, par exemple, qui l'utilise beaucoup ces derniers jours, en meeting à Nice, qui a dit et répété: je ne suis pas le candidat d'une petite élite française, je veux être, et c'est mon honneur et ma fierté, le candidat du peuple de France. Je ne serai jamais un homme qui méprise le vote populaire. Populiste, comme ils disent. C'est-à-dire que là encore, il y a une sorte de réhabilitation d'un mot, populisme. Oui, et puis redéfinition. Là aussi, encore une fois, on voyait qu'il dit, c'est donc l'ancien maire de Neuilly, le candidat des gens les plus riches, qui va expliquer qu'il représente le peuple. Et j'ai l'impression dans cette campagne, c'est souvent le cas, mais là vraiment, on est à un niveau d'hystérie du vocabulaire où chaque fois qu'un homme politique prononce un terme, il veut dire en fait exactement l'inverse. Donc on a Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy qui sont donc des candidats anti-élite et anti-système. On a Marine Le Pen qui est donc la candidate de la France apaisée. Je ne sais pas si François Hollande finit par se lancer à nouveau dans la campagne. Peut-être qu'il va dire qu'il est le candidat de la France excitée, je ne sais pas. Mais tout est à l'envers quand même. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Il faut faire attention à ça. Quand des hommes politiques prennent la responsabilité d'être aussi loin des mots qu'ils prononcent, dans une crise démocratique et dans un climat aussi tendu que le nôtre, c'est leur responsabilité. Moi, je pense que c'est la responsabilité des citoyens de plus faire confiance à des gens qui ont si peu de respect pour les mots et donc pour les électeurs qui représentent l'ensemble du peuple, hein, quel qu'il soit. Dernière question, Caroline Foès. Dans votre livre, vous écrivez aussi: la vie intellectuelle est un univers cruel, fait de girafes et d'autruches. On sait que vous passez beaucoup de temps en Afrique du Sud, ça a peut-être fini par déteindre sur vous. Et vous dites que vous êtes justement une girafe qui s'en prend plein la figure parce qu'elle dénonce depuis déjà pas mal de temps à la fois vos combats sur l'extrême droite, sur le radicalisme religieux. Être une girafe dans la vie intellectuelle française, parfois c'est fatigant, c'est déprimant, c'est désespérant, on a envie de passer à autre chose. Parfois, mais il y a surtout, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autruches. On est plusieurs girafes. Hein. C'était pas pour parler que de moi, c'est surtout pour parler des autruches en face. Il y a beaucoup d'autruches, mais ce que je dis surtout, c'est que dans le monde de la savane, c'est un monde moins cruel parce que quand une autruche monte le danger et dit attention, je crois qu'il y a un lion qui arrive et qui monte, en l'occurrence l'intégrisme religieux, c'est rare que les autruches, elles peuvent se cacher, elles peuvent mettre la tête dans le sable, mais une fois qu'elles n'ont rien vu, elles ne se retournent pas vers la girafe en disant vous êtes lionophobe et c'est pour ça que vous avez crié au lion. Et donc là, on est en même temps, c'est le côté magnifique des humains, on est capable avec des mots savants, de renverser le monde, les constats et d'avoir l'air très, très intelligent. Et ça fait partie de la fatigue, mais aussi de l'intérêt de continuer à écrire des livres et de continuer à essayer d'alerter. Vous allez relire les Fables de La Fontaine bientôt, Caroline Foès. Merci beaucoup. Génie de la laïcité, c'est publié chez Grasset, un livre utile en ces temps et ces périodes compliquées où la sémantique est parfois un peu curieuse. Bientôt, Noël, période faste pour les libraires. On va en parler tout de suite parce qu'on va regarder la couverture de Livre Hebdo, notre journal partenaire justement, qui nous parle d'objectifs Noël, cette période où l'on offre des livres plus qu'à d'autres périodes de l'année. C'est le moment ou jamais donc d'offrir ces essais utiles dont on vous parle dans cette émission. Et puis Livre Hebdo qui a également fait un dossier sur une primaire à 500 000 livres, retour sur l'avalanche de livres politiques que génèrent les différentes échéances électorales depuis quelques mois et l'appétit des lecteurs. Et là encore, c'est sans doute bon signe. On va maintenant refermer les portes de cette cité du livre. Merci de votre fidélité, évidemment. Rendez-vous dès la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, lisez bien. Ciao. To be continued, comme il est écrit dans les séries américaines, sauf que dans cette série-là, Trump est bel et bien réel. L'épisode à venir, très inquiétant.
Bienvenue Caroline Fourest. Vous aujourd'hui, vous arrivez à expliquer ce qui s'est passé aux États-Unis avec le phénomène Trump, ce qu'il dit sur l'Amérique et sur notre époque? Bienvenue Caroline Fourest. Vous aujourd'hui, vous arrivez à expliquer ce qui s'est passé aux États-Unis avec le phénomène Trump, ce qu'il dit sur l'Amérique et sur notre époque? Oui, malheureusement, je l'avais même écrit plusieurs mois avant, mais... Dès le mois de février dans Marianne, c'est ça? Dès le mois de février sur le Huffington Post et en septembre dans Marianne. C'est-à-dire que d'abord, vous avez une crise profonde de la démocratie qui ne concerne pas que les États-Unis, mais où les États-Unis sont les plus avancés. C'est-à-dire cette crise où l'intoxication surpasse l'information, la démagogie surpasse la pédagogie. Vous avez aussi un mauvais choix à proposer aux citoyens, mais ils en sont co-responsables parce qu'ils auraient pu aller voter aux primaires pour mieux que ça. Mais quand vous avez une Hillary Clinton qui, pour le coup, est trop liée à Wall Street, à une fondation qui a des intérêts, des conflits d'intérêts qui peuvent agiter sur toutes les peurs, eh ben vous laissez une chance à Donald Trump d'apparaître comme effectivement un candidat alternatif malgré tout ce qu'on sait de lui. Mais le problème, c'est que ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on a eu pendant des années un soft power américain qui a fait beaucoup de dégâts, y compris en France, sur la laïcité, sur nos valeurs, qui a agité des groupes victimaires anti-laïcité. Maintenant, on va avoir des groupes d'influence encouragés par la Maison-Blanche dans l'autre sens, c'est-à-dire l'extrême droite identitaire. Alors, ils étaient déjà aidés par les réseaux poutiniens et du Kremlin, ils auront en plus ceux de la Maison-Blanche. Donc ça va vraiment avoir un écho chez nous très dur. Quand un livre tombe à un bon moment, c'est sans doute le cas du vôtre. Génie de la laïcité qui est publié chez Grasset. La laïcité n'est pas un glaive mais un bouclier, avez-vous mis en couverture. Et pourtant, il paraît que ce livre, ce n'est pas vous qui en avez eu l'idée, c'est ce que vous expliquez dans la préface. C'est votre éditeur qui vous a dit réécris tout ça, pose tout ça sur le papier, à un moment où vous-même, vous étiez presque dans une fatigue intellectuelle d'être sur tous ces sujets-là tout le temps depuis tant d'années. Oui, il faut toujours remettre le cœur à l'ouvrage, et notamment quand on entend autant de défiguration, de manipulation. C'est vrai que si quelqu'un vous dit, et quelqu'un en qui j'ai confiance, écoute, je t'assure, plus personne s'y retrouve. Et d'autant que moi, dans le passé, j'avais écrit des livres un peu plus intellectuels, ceux qui sont issus de mes cours à Sciences Po, notamment sur la crise de l'universalisme, qui étaient sans doute passés plus inaperçus que mes livres d'intervention plus polémistes pour essayer de contrer notamment les extrêmes. Et donc, du coup, le fait de pouvoir reprendre, moi, ça m'a fait du bien, honnêtement, de me replonger dans la Troisième République, ça m'a fait beaucoup de bien, même si la sortie est un peu brutale, parce que l'arrivée dans cette vie politique actuelle, quand on a passé un an dans la Troisième République, est parfois déprimante. Mais sinon, je pense que reprendre le fil de ce qui fait le meilleur de ce pays, s'y raccrocher, défendre le modèle laïque français, éclaircir si on peut les idées de ceux qui soit l'aiment sans tout à fait bien le connaître, soit s'en réclament en le trahissant. C'était en fait, quand on vous lit depuis longtemps, on n'apprend rien, on ne découvre rien en lisant ce livre. Est-ce que vous l'avez souhaité aussi comme cela, c'est-à-dire une sorte de synthèse grand public de ce que sont vos travaux depuis quoi, 15-20 ans? Oui, ceux qui peut-être ont lu tous les livres précédents, peut-être comme vous, Émilie, peut-être moins, mais d'abord je l'ai souhaité aussi comme une arme pour les professeurs qui sont toute la journée devant des classes et qui il faut expliquer pourquoi par exemple la loi sur les signes religieux de l'école publique. En effet, c'est très pratico-pratique. N'est pas une loi d'exception, mais au contraire la